Marion Maréchal, bonjour. Bonjour. Directrice de l'Institut des sciences sociales et politiques, la rentrée à Lyon, c'est pour quand? C'est pour début octobre pour les Bac plus 4, Bac plus 5. C'est déjà le cas pour les formations continues. Donc, on a déjà... Beaucoup d'étudiants cette année? Oui, une trentaine à peu près en magistère et là pour l'instant une trentaine aussi en formation continue. En tout, on a près de 200 étudiants qui sont passés par l'ICEP depuis notre ouverture. Et pas de diplôme d'État, toujours pas? Toujours pas malheureusement, mais pour des raisons qui tiennent à la loi et à la réglementation. On est une trop jeune école aujourd'hui. Pourriez vous associer à une université, je ne sais pas, non? C'est Oui, bien sûr, tout à fait. Mais comme on a aussi un parcours un peu inédit, puisqu'on fait de la science politique et du management, on est un peu hybride, si vous voulez. Donc de ce fait-là, c'est plus compliqué de trouver des écoles qui soient tout à fait similaires à notre programme pour pouvoir faire des partenariats. Bien, vous êtes avec moi ce matin, avec nous, Marion Maréchal. Vous dites, je me remets à l'exercice médiatique. Pourquoi? Pas précisément pour venir vous parler. Non, oui, pas que moi, c'est pas pour moi. Non, mais pas que vous, mais pour pouvoir vous parler notamment de nos ambitions, notre projet qui est de monter un centre d'analyse et de prospective à l'intérieur de l'ICEP, donc une forme de laboratoire d'idées, un pôle recherche finalement dans l'école qui a vocation à alimenter le débat public, à l'enrichir en apportant des solutions très opérationnelles sur des sujets politiques qui pour moi sont peu ou pas exploité comme je le souhaiterais qu'il soit. Bien, on va développer d'ailleurs, on va développer ces lignes de recherche, ces idées. Mais pourquoi? C'est pour nourrir un futur parti? C'est pour nourrir, je ne sais pas moi, un futur candidat, une future candidate? Vous êtes allé beaucoup plus vite sur le sujet que je ne l'imaginais. Mais oui, non, moi j'aime bien écoutez, aller vite. J'ai moi aujourd'hui, je pense un avantage extraordinaire, c'est que j'ai une liberté totale de ton, d'action, de rencontre, de réflexion. Je pense l'avoir mis à profit depuis 3 ans, puisqu'on a créé cette école de sciences politiques. Une vraie liberté. On a créé une école à l'ICEP Madrid, on va créer ce think tank qui permet d'associer des profils très variés, chose que je n'aurais pu faire si j'étais resté dans la politique électorale. Et donc apporter un regard qui soit pas un regard doctrinal ou d'éléments de langage, mais qui soit un vrai regard libre, tout simplement. Donc j'essaye de mettre à contribution cette liberté dans un couloir qui m'apparaît essentiel, qui est le couloir des idées, le couloir culturel, le couloir métapolitique, éducatif, donc, comme vous voulez. Mais ce n'est pas pour nourrir, je ne sais pas moi, une future candidature, la vôtre ou une autre. Non, ça n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, ce n'est pas un objectif purement politique. Non, c'est pas un objectif purement politique. Je vais vous dire, moi, quand je faisais de la politique électorale, j'ai toujours considéré que nous étions dans une forme d'impasse politique. C'est-à-dire, on en parlera certainement, mais j'ai appartenu au RN et j'en suis très fier d'ailleurs de mon parcours. Beaucoup d'amitié encore à l'intérieur du RN. Et aujourd'hui, le RN est un parti politique qui est indispensable à la victoire, mais qui n'est pas suffisant. Et donc, je pense qu'il y a encore un effort de réflexion, d'ouverture, de travail sur les idées, de passerelles à construire, qu'on n'a pas réussi nécessairement à faire sur le plan des partis, mais qui peut être fait par d'autres leviers, notamment ce levier des laboratoires d'idées. Donc pour nourrir, je ne sais pas, une future union des droites, par exemple. Non, mais pour nourrir tout ce qui est dans la vie politique. Est-ce que d'ailleurs la convention de la droite, l'année dernière, il y a un an, c'était il y a un an, presque un an, jour pour jour, il y aura une nouvelle convention de la droite cette année? Ça, il faudra demander aux organisateurs, mais je pense. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, parce qu'en dépit de ce qui a été dit, ça a été un succès, cette convention. Il y avait des LR, il y avait des RN, il y avait des journalistes, il y avait des intellectuels qu'on n'aurait jamais vu. Construire l'union des droites. Qu'on n'aurait jamais vu associés au même endroit à l'époque. Vous avez toujours cette idée-là, associer l'union, associer toutes les droites. Je continue de penser, si on doit parler un peu stratégie construire politique, l'union des droites. Je continue de penser qu'il ne s'agit pas de faire des unions de partis, parce qu'il n'y aurait pas de sens à faire une union LR-RN dans l'état actuel de LR et de ses incohérences. Mais je pense, qu'aujourd'hui, la marge de manœuvre politique se trouve principalement dans un électorat de droite qui est un électorat orphelin, qui est d'ailleurs largement, je pense, réfugié dans l'abstention, on l'a vu au moment des municipales, qui est un électorat avec qui nous avons beaucoup de recherche commune sur l'identité. Si j'ai bien compris, vous voulez parler à cet électorat? Moi, je considère. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Rassemblement national ne parle pas à cet électorat? Pas suffisamment. C'est ce que je vous ai dit au début de cette interview. C'est que le RN est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a encore un travail de rassemblement, d'ouverture. Moi, j'ai toujours plaidé, même en interne, pour des coalitions. Je voulais même qu'on fasse des listes blanches au moment des législatives pour identifier des candidats LR qui m'apparaissaient compatibles, et dont à partir desquels il fallait pas mettre de candidature en face. Donc je suis, je pense, cohérente de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'adresser évidemment que de manière catégorielle aux électorats, mais je pense en effet qu'il y a là-dessus une marge de manœuvre très importante que je ne vois pas exploiter. Zemmour, De Villiers, Onfray, d'autres, Emmanuel et Robert Ménard, d'autres, autour de vous, avec vous,
pour construire justement cette union des droites. Et puis, comme vous le dites, des LR. Je vais revenir sur LR parce que vous êtes catégorique. Vous dites Christian Estrosi a en quelque sorte tué les Républicains, pratiquement. Je pense qu'il est en train de porter le coup de grâce. Le coup de grâce. Parce qu'on va assister à quelque chose qui va être assez amusant, je pense, dans la vie politique. C'est-à-dire qu'à peu près 80% probablement des élus nationaux, pas locaux, mais nationaux LR, entre la perspective de faire 13%, d'après les sondages, attention, avec mesure, au présidentiel et la perspective de sauver leur circonscription ou d'avoir un sous-secrétariat, le choix va être vite fait. Donc ça permettra de clarifier définitivement. Moi, je serai à la place des LR, j'attendrai pas que le parti meure juste avant les présidentielles, mais pour ceux qui ne sont pas en accord avec cette macrono-compatibilité, de créer peut-être un espèce de mouvement qui rassemble les élus LR qui ne sont pas dans cette perspective et se structure peut-être pour les présidentielles. Mais bon, je suis pas au LR, donc je vais pas donner des conseils quand je suis pas dans l'arène, mais voilà. Vous aviez regardé Robert Ménard ici même au début de l'été? Non, je suis désolé, je n'ai pas regardé Robert Ménard. Ce n'est pas grave, non. Je ne vois pas, voilà ce qu'il avait dit. Je ne vois pas Marine Le Pen gagner en 2022. C'est ce qu'il disait à votre place. Est-ce que vous diriez la même chose? Je pense qu'on ne peut pas être aussi catégorique. Je n'exclus pas du tout que Marine Le Pen puisse gagner, mais je pense qu'elle ne peut pas gagner seule. Voilà, tout simplement parce que dans notre système d'institutions, on ne peut pas gagner sans coalition. D'ailleurs, aujourd'hui, vous dites je ne sais pas qui sera au second tour de la présidentielle en 2022. Parce que vous le savez. Non, vous êtes je ne le sais pas. Donc, sous-entendu, Marine Le Pen n'est pas certaine d'être au second tour. Mais personne n'est certain d'être au second tour. Ça n'est jamais acquis. Mais puis derrière le second tour, il faut faire 51%. Mais pourquoi? Mais pour une raison très simple, c'est que 2 ans avant une élection présidentielle, il est absolument impossible de faire des projections qui soient claires, surtout qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va advenir de cette union des gauches qui essaye de se constituer. Est-ce qu'il va y avoir des candidatures tiers qui vont apparaître et qui du coup vont perturber le jeu? Est-ce que Nicolas Sarkozy, on ne sait pas, peut-être va-t-il, il semble... en tout cas, revenir un peu dans le jeu et le débat. Est-ce qu'il va finalement peut-être avoir des velléités qu'on n'attendait pas? Enfin, tout ça fait que rien n'est jamais acquis dans une élection présidentielle. Donc seule Marine Le Pen avec le Rassemblement national ne peut pas gagner. Mais enfin, vous me dites ça comme si c'était un je scoop. vous pose la question. Je vais pas faire... un scoop. Non, mais je vous pose la question. Je ne vais pas faire semblant de ne pas voir ce que tout le monde voit. Je veux dire, ça paraît évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner seul. Je le regrette. Mais avec qui peut-elle gagner? Donc j'espère que peut-être... en tout cas, je pense qu'une fois de plus, les marges de manœuvre se trouvent plutôt chez une partie des LR, pas exclusivement, mais chez une partie des LR, et qu'il faut pouvoir assumer cette ouverture vers cet électorat en particulier, vers ces Français. Le Rassemblement national ne l'assume pas et vers peut-être ces élus aussi. Le Rassemblement national ne l'assume pas? Je pense qu'en tout cas, oui, ils ont quelques scrupules à vouloir s'adresser prioritairement à un électorat qui se trouve sur ce pan de l'échiquier. Je ne sais pas, il faudra leur poser la question à eux. Vous avez un regard, vous savez. J'ai un regard, évidemment, mais je veux dire, je ne vais pas me mettre à la place du Rassemblement national, sachant que je ne suis plus aujourd'hui dans l'arène. En tout cas, l'intervention de Robert Ménard avait mis en colère votre tante, Marine Le Pen. J'imagine, mais enfin, Robert n'est pas du genre à prendre des pincettes. C'est aussi ce qui fait sa qualité. Mais vous êtes en accord avec lui, souvent. Et qui fait vous êtes en accord avec lui, l'apprécie. Je ne suis pas en accord avec lui surtout. Est-il vrai que vous je reconnais que c'est un bon maire. Est-il vrai que vous ne voulez pas nuire à votre tante? Que jamais... Non mais c'est vrai ou pas? Les choses, c'est pas parce que je... Non mais je vous c'est réponds. vrai ou pas? Je vous réponds. Que ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui plus au Rassemblement national que je suis en guerre contre le Rassemblement national. Il y a une espèce de tendance à vouloir, c'est pas parce que je suis aussi de la famille Le Pen que je suis génétiquement liée au parti du Rassemblement national, si vous voulez. Il y a une espèce de tendance un peu stalinienne parfois chez certains élus. Tu dois tout au parti et le parti ne te doit rien. Et si t'es pas dans le parti, c'est que tu es contre le parti. Voilà, je considère que c'est une très mauvaise manière de faire de la politique, qu'il y a des réseaux à constituer, y compris par la société civile. Et que le drame de la droite en général, d'ailleurs c'est pas propre au RN, c'est cette incapacité à faire vivre des petits îlots de résistance par eux-mêmes en dehors des partis. On l'a vu avec la gauche qui a pendant longtemps eu la fondation Jean Jaurès, qui a impulsé des idées, impulsé des stratégies, précisément parce qu'elle n'était pas dans les partis. Donc elle avait une liberté de ton, de réflexion intéressante. Donc je trouve qu'il faut laisser... j'ai toujours... de moins en moins. Peu, je pense qu'ils ont... Évidemment qu'ils ont leur utilité dans la vie politique. Et les partis ont des doctrines, ils ont des éléments de langage pour qu'ils soient lisibles, c'est normal. Mais je vous pose la question. Mais ils ne sont pas... Vous ne voulez pas nuire à votre tante? Mais bien sûr que non, je suis pas là pour... Mais vous croyez que je me lève le matin en pensant à ça? Ça m'intéresse pas. Pas nuire à votre tante, ça veut dire qu'elle est candidate à la présidentielle de 2022, ça veut dire que vous ne serez pas candidate, vous le répétez ce matin. Bien sûr, j'ai dit que je ne serai pas candidate, je pense pas d'ailleurs me mettre au service d'un candidat, tout simplement parce que moi ça fait 3 ans que j'ai quitté la politique électorale. Vous ne serez au service d'aucun candidat en 2022. Et je ne compte pas me mettre au service d'un candidat, voilà. Même Marine Le Pen. Mais je me mettrai au service
des idées au sens large. Même Marine Le Pen, vous ne serez pas au service de Marine Le Pen. Je ne me remettrai pas dans un parti politique parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas être à la fois à la tête d'une école de sciences politiques, à la tête d'un laboratoire d'idées, comme on dit maintenant, tout en étant au service et porte-parole d'un candidat. Est-ce que vous avez envie un jour d'être candidate à la présidentielle ? Franchement, je ne parle pas de 2022, j'oublie 2022. À l'heure où je vous parle, absolument pas. D'ailleurs, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens se couchaient en espérant être président de la République. Je trouve que c'est un sacrifice absolument considérable. Beaucoup de personnes autour de vous, vos proches ne rêvent que de ça. Je vous arrête tout de suite. Marion Maréchal, vous le savez bien. Moi, j'ai 30 ans. Donc quand on me dit, on me fait des injonctions en me disant mais est-ce que vous prenez l'engagement de pas revenir en politique et tout, j'ai 30 ans. Donc je vais pas vous dire à 30 ans, oui, monsieur Bourdin, je m'engage ad vitam aeternam à ne jamais revenir en politique. Et pourquoi pas si un jour j'ai envie de refaire de la politique. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, candidate à la présidentielle, jamais. Je pense que je suis plus utile. Et là candidate où je suis, à la présidentielle, jamais. Mais quoi, donc jamais, à 30 ans, jamais. Je prends un engagement à vie. Non. Parce que faut en avoir envie. Absolument. Il faut en avoir envie. À l'heure où je vous parle, j'en ai pas l'envie du tout. Pour être élu, il faut en avoir envie. Et je pense que je suis utile, j'espère, là où je suis, parce qu'on va probablement en parler, et on va s'emparer de sujets qui aujourd'hui, à droite en général, mais même en France en général, pour moi, ne sont pas traités de manière efficace. On peut revenir sur l'écologie, on peut parler de l'aménagement du territoire, on peut parler de la géopolitique de la France au sein de l'Union européenne. Et ça, si vous voulez, avant d'avoir des grandes ambitions, dans le paysage politique gaullistes, il faut déjà peut-être avoir les idées claires sur ce que sera la France de 2030. Dans le paysage politique, à quoi servez-vous ? À quoi je sers ? C'est très aimable comme question. Mais non, c'est pas très aimable, c'est direct, c'est clair. J'espère déjà, excusez-moi, mais on a eu beaucoup de débats sur la question de l'indigénisme ces derniers temps, le racialisme, la montée en puissance de ces minorités politiques. Vous savez que c'est un fait, il suffit de regarder un peu la presse pour ça de manière générale, que la plupart aujourd'hui des grandes universités et des grandes écoles qui forment nos élites sont souvent des incubateurs de ces idéologies. Elles en partent, elles sont transmises, elles sont enseignées et elles sont promues au sein de ces écoles. En ayant construit l'ICEP, je pense contribuer à créer une alternative et à répondre à ce sectarisme idéologique qui se propage. Donc je pense déjà, j'espère avoir eu une petite utilité de ce point de vue-là et j'espère que ça appellera la création d'autres écoles. Sur la question des idées, une fois de plus, pardonnez-moi, j'y reviens. On parle beaucoup d'écologie, puisque c'est le grand thème aujourd'hui. Tout le monde court derrière l'électorat écolo des municipales. Personne d'ailleurs s'intéresse aux 50% qui sont restés dans l'abstention. C'est assez drôle. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les écolos, ça veut dire sous couvert de on vote pour les petits oiseaux, pour la nature, pour les arbres, sont des gens qui sont éminemment dangereux. Enfin, je veux dire, tous les jours, l'actualité nous démontre que ce sont des gens qui ont la haine de nos traditions, de notre passé, de notre terroir. Pas d'arbres morts dans les rues de Bordeaux. Entre autres choses, le Tour de France qui est polluant et machiste. Et puis dans le même temps, on refuse d'aller à des traditions séculaires de commémoration chrétienne. Et puis on va poser la première pierre de la mosquée. Ils sont les premiers à défendre le burkini, le communautarisme, à avoir des relations particulièrement ambiguës avec des minorités agissantes islamistes. Donc ces gens qui étaient marginaux il y a 10 ans, demain, dans 10 ans, seront peut-être les ministres de nos enfants, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a vraiment il faut s'emparer de ce sujet de l'écologie pour le démystifier. On dit à droite, on ne pense pas à l'écologie, on est caricaturaux. C'est vrai. Mais pardon, à alors, gauche... l'écologie, quelle écologie défendez-vous ? À gauche... Je ne sais pas, moi. L'accès, je sais que vous travaillez sur l'accès... À gauche, ils sont tout aussi mauvais, ils font de l'écologie marketing. Donc ils pensent à faire des jungles urbaines comme si c'était ça le sujet, objectivement, de l'écologie aujourd'hui. Alors, vous vous emparez du sujet de l'environnement, écologie, environnement, entre autres choses, accès et gestion de l'eau, des forêts, réchauffement climatique, ça se refroidira bien un jour, a dit Donald Trump. Non, mais vous êtes d'accord avec lui, ça se refroidira un jour. Le problème de cette démarche de la collapsologie, c'est-à-dire de considérer que nous allons vers le cataclysme inéluctable sur la question du climat, pour moi, est une manière de stériliser le débat et d'empêcher l'action. Parce que précisément, si nous allons vers la catastrophe et que cette amorce du réchauffement climatique est inéluctable, alors pourquoi agir ? Et pourquoi agir tout de suite sur des sujets qui sont alors sur lesquels on a je ne sais pas, moi, une moindre consommation, le développement massif des énergies vertes, je vous donne un exemple. Une loi punissant les écocides. Non, mais je vous donne un exemple très concret. Vous en avez probablement jamais entendu parler. J'en ai parlé rapidement au Figaro. Aujourd'hui, il y a un levier de la mondialisation qui permet de faire voyager des produits d'un bout à l'autre du monde pour des prix dérisoires et qui contribue évidemment. Exactement. Et ce sujet-là est extraordinaire. On a là un phénomène massif sous couvert de droit maritime
consensuel au niveau international, avec des bateaux qui ont ce qu'on appelle des pavillons de complaisance, donc ils ne payent pas d'impôts, ils ne respectent pas le droit du travail, ils ne respectent aucune norme écologique, ils sont abandonnés sur les plages du Bangladesh quand ils ne servent plus et pourrissent sur les plages du Bangladesh sans que personne ne s'en soucie. Et ce système-là est un système qui contribue évidemment à l'impact carbone tel qu'on le dit. Voilà, ça m'apparaît être un sujet structurel et absolument essentiel. Un sujet mondialiste. Il faut s'emparer. Qui contribue en tout cas à la question de est-ce qu'il est normal aujourd'hui quand on est écolo, enfin je sais pas, moi j'ai pas entendu par exemple les écologistes sur le traité de libre-échange qui avance petit à petit aujourd'hui avec le Mercosur. Est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui de vouloir dire on veut des circuits courts, on veut défendre la production, la consommation locale? Les écologistes sont contre tous les traités commerciaux. Excusez-moi, c'est pas si clair que ça. Enfin jusqu'alors, pardon, mais ils dénoncent tous les traités commerciaux. Ils en font pas. Moi je les ai plus vus parler de théorie du genre et de port du voile que objectivement de lutte contre les traités commerciaux de libre-échange. Voilà, Je reviens vite fait à la politique. Vous n'êtes plus adhérente au Rassemblement National, donc? Non, je ne suis plus adhérente au Rassemblement National. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis plus au Rassemblement National que je suis contre le Rassemblement National. Est-ce que Marine Le Pen vous a appelé? Non mais écoutez, pardon, je suis plus élue. Oui. J'ai quitté les responsabilités que j'avais au RN il y a 3 ans. Je suis plus militante aujourd'hui du mouvement. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que je suis contre ou que voilà. Mais à partir de là, et vu les activités que j'ai aujourd'hui, moi j'ai à l'ICEP des gens qui ont des parcours extrêmement variés, y compris des anciens de chez LR, des gens qui ont pu travailler avec Fillon, des gens qui n'ont jamais fait de politique. Donc je ne vais pas, si vous voulez, m'engager dans une voie militante d'un parti. Est-ce que Marine Le Pen vous a appelé après vos déclarations dans la presse? Non, mais je vous pose la question. Oui, mais c'est vous. Est-ce que vous avez dîné avec elle? Est-ce que vous avez eu des réunions de famille? Non. Mais vous assumez ces déclarations dans la presse. Non, mais je veux dire, je vous en parle très sereinement parce que c'est ce que je pense au fond de moi. Elle vous invite à revenir faire de la politique. Ce n'est pas moi. Très bien. Mais si vous voulez. Et que lui répondez-vous? Le problème. Est-ce que elle vous invite à revenir faire de la politique? Le problème, si vous voulez, c'est que c'est très bien d'appeler au rassemblement. J'en suis très heureuse. Mais pour moi, le rassemblement dans tous les partis politiques, et une fois de plus, je ne vais pas vous prendre au dépourvu, c'est quelque chose que je défendais déjà quand j'étais au RN. L'acceptation d'avoir des courants, des sensibilités qui cohabitent, alors pas de manière antinomique. Alors qu'allez-vous répondre? Elle vous invite à revenir faire de la politique au sein du Rassemblement National. Je vous ai dit que je n'allais pas revenir dans la politique électorale, donc je ne vais pas revenir au Rassemblement National. Mais la réponse, c'est qu'à partir du moment où on a déjà à l'intérieur d'un mouvement une difficulté à accepter la cohabitation avec des gens qui étaient jusqu'alors plutôt proches de ma sensibilité et qu'on voit systématiquement le fait qu'ils puissent être marginalisés ou plus investis ou mis de côté, je trouve ça dommage. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Une fois de plus, je ne vais pas en faire une guerre personnelle. Je ne me lève pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le Rassemblement National. Pardonnez-moi, mais ça fait quand même 3 ans que vous m'avez entendu sur les plateaux. Je pense avoir été la plus neutre et la plus en retrait possible par rapport à ça. Donc, il ne faut pas me faire un procès, en tout cas, qui serait un procès largement injuste. Bien, Marine Le Pen défend, et elle le dit, lorsqu'elle vient, les plus modestes, les plus faibles, les oubliés, ceux qui gênent. Patriotisme économique, renégociation des traités européens, fin des accords de libre-échange, soutien aux services publics, aux bas salaires, retour à la retraite à 60 ans, refus des privatisations d'entreprises publiques. Vous êtes d'accord avec tout ça? Je ne vous ai jamais vu défendre à ce point Marine LePen. Non, mais je ne la défends pas. C'est extraordinaire. Mais je ne la défends pas. Je vous dis quel est son programme. Je vous dis quel est son programme. Vous êtes d'accord ou pas? C'est gentil, merci beaucoup. Je vais vous me présenter le programme du Rassemblement National. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon je pense que je serais passé à côté. Non, mais soyez sérieux. Non, mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Mais si, moi je suis sérieux. Vous me présentez le programme. Je vous demande si vous êtes d'accord avec ça. Je connais le programme du Rassemblement National. Vous êtes d'accord ou pas? Je veux dire, c'est une surprise pour personne que je suis proche d'une majorité. Évidemment que sur la question de l'identité, de la sécurité, sur un certain nombre de sujets, je suis d'accord. Je ne vous ai pas parlé ni d'identité ni de sécurité. Très bien, mais je veux dire, vous savez très bien. Mais je vais pas être là, si vous voulez, en tribunal, en expliquant. Alors et ça, cette proposition, vous êtes d'accord? Cette proposition, vous êtes d'accord? En plus, tout le monde connaît les désaccords que j'ai pu avoir ou les accords que j'ai pu avoir. Retour à la retraite à 60 ans, vous êtes en désaccord. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on parle pour le coup de sujets d'actualité. J'aurais pu vous présenter ce que j'en pense, en accord ou en désaccord d'ailleurs. Plutôt que de me faire la liste du programme du RN. Dites-moi, c'est intéressant la retraite à 60 ans, non? Mais tout ça est très intéressant. La violence dans notre société, allons-y. Une violence gratuite, dites-vous, pourquoi? Et vous voyez 3 phénomènes, l'immigration, la culture de l'excuse et l'effondrement de la chaîne pénale. Oui, je vais vous redire exactement. En fait, pour moi, c'est des choses qui sont parfaitement identifiables. L'immigration, pourquoi?
L'immigration pour une raison simple, c'est que déjà, il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance, et je vous donne une statistique, mais dans les prisons, vous avez par exemple 22% des prisonniers qui sont des étrangers, de nationalité étrangère, quand ils sont censés représenter que 6% dans la population. C'est quand même un indicateur intéressant. Quand on voit des préfets expliquer que dans leur département, 44% des violences viennent de mineurs isolés, donc de personnes de nationalité étrangère, c'est aussi un indicateur intéressant. Et quand on voit évidemment tous les jours dans l'actualité et les faits divers, les profits des criminels, que ce soit dans les coups et blessures, dans les tentatives d'homicide ou dans les agressions gratuites, qui sont très souvent des Français d'origines immigrées 3e voire 4e génération qui sont dans une... Qui se désocialisent, dites-vous. Beaucoup d'entre eux considèrent que l'État est un ennemi. Ils s'attaquent à tout ce qui peut les représenter et s'installent dans une violence gratuite. Oui, un peu comme certains gilets jaunes. Qui se désassimilent. Un peu comme certains gilets jaunes. Excusez-moi, vous voulez faire comparer les antifas et l'extrême gauche qui aujourd'hui a phagocyté ce mouvement qui est mort malheureusement pour moi, alors qu'au départ c'était un mouvement citoyen, civique, populaire, provincial, et qui s'est fait récupérer une fois de plus, comme le fait chaque fois l'extrême gauche, par les antifas, les casseurs et les plus violents. Vous n'allez pas me comparer ce phénomène-là avec l'explosion des coups et blessures et des homicides. Pour moi, il y a une raison très simple, si vous voulez, sur l'effondrement de la chaîne pénale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a moins de 2,8% des affaires qui sont transmises à la justice qui conduisent à des peines de prison. Donc quand on nous explique qu'on est dans une société répressive, c'est un mensonge. La réalité, c'est qu'avant même d'arriver à de la prison ferme, dans l'immense majorité des cas, vous avez d'abord de la prison avec sursis, puis ensuite de la prison avec mise à l'épreuve, souvent plusieurs fois. Donc autant dire que les condamnés le vivent comme une relaxe. Et quand bien même vous allez en prison, vous avez de toute façon, avec le juge d'application des peines, les remises automatiques de peine, les remises supplémentaires de peine, les libertés conditionnelles, y compris pour les gens qui sont condamnés à perpétuité. Bref, vous avez en fait une organisation de l'impunité. Je ne parle même pas des peines hors les murs qui sont généralisées pour les peines de moins de 2 ans. Et vous avez, parce que ça tout le monde le nie en disant mais non, l'idéologie des magistrats, mais enfin vous avez un mouvement intellectuel porté aujourd'hui par le syndicat majoritaire de la magistrature, qui est un mouvement très bien identifié, qui s'appelle le mouvement de la doctrine de la défense sociale, et qui est un mouvement qui défend le fait que le criminel est la victime de l'ordre social. Voilà. Donc c'est le discours que vous avez aujourd'hui, notamment par Monsieur Dupond-Moretti. Voilà. Donc quand vous avez tous ces phénomènes qui sont ensemble, oui, vous avez la défaillance de la chaîne pénale et l'organisation de l'impunité, tout simplement. Et c'est très bien identifié. Bien, votre centre de réflexion va aussi ouvrir des débats consacrés aux relations internationales, Marion Maréchal. Alors, parlons-en. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de dénoncer une tentative d'assassinat d'Alexeï Navalny? Est-ce qu'il a eu raison de demander à Vladimir Poutine une clarification? Si tant est qu'il y ait des preuves qui puissent attester aujourd'hui que, en effet, M. Vladimir Poutine soit responsable. Pour l'instant, en réalité, on ne sait pas. Pour vous, pour l'instant, moi, j'en sais rien. C'est peut-être que vous savez, mais on sait qu'il y a eu manifestement tentative d'empoisonnement, ce qui est aussi contesté d'ailleurs par Moscou. D'où vient cette tentative d'empoisonnement? Est-ce que c'est des histoires politiques? Est-ce que c'est des histoires d'argent? Est-ce que c'est des histoires personnelles? Moi, je n'en sais rien, si vous voulez. Ce qui est toujours très amusant, c'est la promptitude d'Emmanuel Macron, la promptitude sur la question, à dénoncer cette tentative d'assassinat. La Russie. J'aimerais avoir, si vous voulez, une telle intransigeance d'Emmanuel Macron avec ou d'autres Erdogan. D'ailleurs, avec Erdogan. Absolument. Je veux dire, on est face à un homme qui depuis des années... La France est trop faible. Ça fait des avec années. Erdogan. Ça fait des années. Or, on a un mouvement d'amorce qui est intéressant. Moi, j'aimerais maintenant savoir ce que va dire le Conseil européen sur le sujet. Est-ce qu'on va s'en tenir à des manœuvres spectaculaires, Gel des avoirs de Turcs en France? Alors, je vais vous répondre. Est-ce qu'on va s'en tenir à des manœuvres spectaculaires qui n'étaient pas inutiles d'ailleurs, pourquoi pas, pour mettre un coup d'arrêt en Méditerranée, un accord avec la Grèce qui est sur le plan de la défense aussi intéressant, et je suis heureuse d'ailleurs que la France, fidèle à sa tradition séculaire vis-à-vis de la Grèce, se porte en défenseur vis-à-vis des prétentions impérialistes d'Erdogan de la Grèce et de nos frontières. Maintenant, la question, c'est est-ce que la France va être capable d'aller au bout de la logique au niveau européen en instaurant un véritable rapport de force? Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal qu'on continue de verser des milliards à la Turquie en vue de son adhésion possible à l'Union européenne et en vue de la délégation? On en est loin, mais excusez-moi, tous les ans, ça a beaucoup reculé. Ça a beaucoup reculé, mais aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne se donne les moyens fermeture de protéger de certaines mosquées en France, c'est ce que vous dites? Gel des avoirs de Turcs en France, oui. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne se donne les moyens de protéger et d'assurer la régulation de sa frontière européenne avec la Turquie? Non, puisqu'on a délégué la politique migratoire à la Turquie. Donc on vit sous la peur permanente du chantage turc, évidemment, qui a des rapports
aussi très ambigu à l'époque avec Daesh, qui a une attitude scandaleuse avec Chypre et avec la zone économique maritime grecque depuis des années. Donc je trouve, oui, que quand on sait en plus que les frères musulmans, qui sont au cœur de la subversion en France et qui sont aujourd'hui des catalyseurs de ce fameux séparatisme dont on parle dans l'actualité, quand on sait les liens qu'ils ont avec la Turquie, ces frères musulmans, puisqu'ils viennent de Turquie, oui, on pourrait aussi relier ça, en effet, à la question de l'islamisme en France, quand on sait l'ambiguïté d'Erdogan avec le sujet. Merci Marion Maréchal d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h54. Vous êtes sur RMC et BFM TV.